Les membres du jury, chers maîtres, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter ma quatrième communication sur ma thèse. Cette communication va porter sur l'anatomie de la veine jugulaire interne. Alors voici le résultat final de notre reconstruction. Nous allons nous mettre en position d'étude de l'anatomie de la veine jugulaire interne. Alors ici, nous avons la reconstruction de la tête, du cou et de la partie crânienne ou supérieure du thorax. Afin d'étudier l'anatomie de la veine jugulaire interne, nous allons procéder à rendre transparents certains éléments anatomiques. Tout d'abord, commençons par la peau. Donc, on va rendre transparente la peau. Ceci va nous permettre de mettre en exergue les différentes structures anatomiques de la région cervicale du cou que vous voyez ici. Alors ici, le premier plan anatomique du cou après avoir enlevé la peau. Nous voyons ici la structure musculaire. Comme disait Alain Curie, la région ventrale du cou c'est comme une mer musculaire. Voilà, une mer musculaire. Donc c'est rempli de muscles. Ici nous avons le muscle sternocléido-mastoïdien qui limite la région ventrale du cou. Nous allons le rendre transparent. Ici, nous avons le chef claviculaire. Nous allons le rendre transparent. Ici, à gauche ici, nous allons ici le chef sternal du muscle sternocléido-mastoïdien qu'on va rendre transparent. Après avoir enlevé les deux muscles sternocléido-mastoïdiens, nous voyons ici les muscles infrahyoïdiens. Ici, nous avons le muscle sternohyoïdien. On va les rendre transparents. Ici, nous avons le muscle thyroïdien. On va les rendre transparents. Et ici, le troisième muscle sternocléido-mastoïdien, c'est le muscle homohyoïdien. On va le rendre transparent. Après avoir enlevé les muscles infrahyoïdiens qui couvrent la glande thyroïde, donc on voit bien ici la glande thyroïde avec ses différents éléments anatomiques. Nous allons aussi rendre transparents les éléments anatomiques de la glande thyroïde. Ici, nous avons les veines thyroïdiennes inférieures. On va les rendre transparentes. Ici, nous avons les veines thyroïdiennes supérieures. On va les rendre transparentes. Ici, l'artère thyroïdienne supérieure. On va la rendre transparente. Déjà, nous pouvons voir la région jugulo-carotidienne ici, la région jugulo-carotidienne droite ici, et la région jugulo-carotidienne gauche, avec ces éléments caractéristiques. En dehors, la veine jugulaire interne, et en dedans, l'artère carotide commune. Dans l'angle dièdre formé par ces deux vaisseaux, on trouve le nerf vague ou la 10e paire crânienne. Alors, ici nous allons enlever ces structures afin de grossir, dézoomer les structures anatomiques de la région ventrale du cou. Ici, on va zoomer. Voilà, on va zoomer. Cela va nous permettre de bien voir
les éléments anatomiques qu'on veut étudier, notamment la veine jugulaire interne. Ici, on voit et au niveau du cou, il y a deux veines jugulaires, la veine jugulaire interne droite et la veine jugulaire interne gauche. Alors tout d'abord, voyons son origine. La veine jugulaire interne naît la veine jugulaire interne va prendre naissance au niveau du foramen jugulaire. Ici, on va nous mettre ici en évidence l'origine de la veine jugulaire interne. Ici, la veine jugulaire interne va naître au niveau du foramen jugulaire qui se trouve au niveau de la base du crâne. Elle fait suite au sinus latéral. Donc, la veine jugulaire va poursuivre le sinus latéral au niveau du foramen jugulaire. Et quel est son trajet? Comme vous pouvez voir ici sur la figure, la veine jugulaire interne a un trajet presque vertical. Donc vertical en bas et en dedans. Tout d'abord, elle va cheminer dans le foramen jugulaire. Ensuite, elle va pénétrer dans l'espace stylo-hyoïdien et ensuite dans la région carotidienne. Ici, dans la région carotidienne qui est recouverte par le muscle sternocleido-mastoïdien qu'on a rendu transparent. Donc, le premier trajet de la veine jugulaire interne, c'est le foramen jugulaire. Ensuite, l'espace stylo-hyoïdien et la région carotidienne. Ça, c'est par rapport au trajet. Voyons à présent la terminaison de la veine jugulaire interne. Pour voir la terminaison de la veine jugulaire interne, nous allons rendre transparente la clavicule droite ici. Donc la veine jugulaire interne se termine au niveau de l'extrémité médiale de l'articulation sternoclaviculaire. Ici, voici la terminaison de la veine jugulaire interne, où à ce niveau, la veine jugulaire interne s'unit à la veine subclavière. Donc ici, nous avons ici la veine subclavière droite. La veine jugulaire interne s'unit au niveau de l'extrémité médiale de l'articulation sternoclaviculaire à la veine subclavière, afin de former ce qu'on appelle le confluent jugulo-subclavier. Le confluent jugulo qui vient de la veine jugulaire, subclavier qui vient de la veine subclavière. C'est de ce confluent jugulo-carotidien que va naître le tronc veineux brachiocéphalique, le tronc veineux brachiocéphalique droit. Ici, nous pouvons vous montrer la même chose ici. À gauche, c'est pareil. On va rendre transparente la clavicule gauche. Ici, nous voyons ici le confluent jugulo-subclavier qui est formé par la réunion de la veine jugulaire interne et de la veine subclavière. De ce confluent jugulo-carotidien, qu'on appelait autrefois le confluent de Pyrgolf, va se poursuivre le tronc veineux brachiocéphalique gauche. Donc ici, nous avons deux veines jugulaires, la veine jugulaire interne droite, ici la veine jugulaire interne gauche, la veine jugulaire interne droite va s'unir à la veine subclavière droite afin de former le tronc veineux brachiocéphalique droit. À gauche, la veine jugulaire interne gauche s'unit également avec la veine subclavière gauche afin de former le tronc veineux
brachio-céphalique gauche. C'est la réunion de ces deux troncs veineux brachio-céphaliques droit et gauche qui va former la veine cave supérieure au crânial. Donc ici, pour vous montrer cette l'union de ça, on va rendre transparent le sternoclédo, le manubrium sternal. Ici, vous voyez ici le tronc veineux brachiocéphalique gauche et ici le tronc veineux brachiocéphalique droit. Ce sont ces deux troncs veineux brachiocéphaliques qui vont s'unir afin de former la veine cave supérieure ou crâniale qui se jette au pôle crânial de l'atrium droit. Ici, notre thèse ne porte pas sur ça. La thèse porte sur la région ventrale du cou. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas reconstruit la veine cave supérieure. Mais j'aimerais bien quand même vous expliquer afin que vous puissiez comprendre la formation de la veine cave supérieure au crânial. Donc ici, le tronc veineux brachiocéphalique a un trajet qui est oblique. Le tronc veineux brachiocéphalique gauche est plus long. Il va traverser la ligne médiane ici et il va s'unir ici au niveau du côté droit du manubrium sternal au tronc veineux brachiocéphalique droit afin de former la veine cave supérieure au crânial qui se jette au pôle crânial du cœur. Donc le cœur en principe se trouve ici. Voilà, ça c'est la silhouette du cœur qu'on peut imaginer ici. Donc, en résumé, nous allons retenir que la veine jugulaire interne est la principale veine du cou qui collecte le sang veineux de la plus grande partie de la boîte crânienne, de la région orbitaire, d'une partie de la face et de la région ventrale du cou. C'est la veine la plus profonde du cou. La veine jugulaire interne est la veine la plus profonde du cou. Son origine se situe dans la partie dorsale du foramen jugulaire où elle fait suite au sinus latéral dans la boîte crânienne. Son trajet, elle traverse successivement le foramen jugulaire et la gouttière carotidienne. Donc la gouttière carotidienne, vous savez, c'est ici la gouttière carotidienne qui est formée de dehors vers le dedans, la veine jugulaire interne, la carotide commune et l'angle dièdre formé par ces deux vaisseaux se trouve le nerf vague. Donc la veine jugulaire interne a un trajet qui est pratiquement vertical. Elle est tout d'abord oblique en bas, en avant et en dedans. Puis, elle devient un peu oblique en bas, en avant et en dehors et verticale jusqu'à la base du cou. Voilà la base du cou. Vous la voyez ici, c'est jusqu'à la base du cou. Et donc, elle se termine en s'infléchissant vers la ligne médiane un peu avant sa terminaison. Par rapport à la terminaison de la veine jugulaire interne, on retient que la veine jugulaire interne se termine à la base du cou, derrière l'extrémité médiale de la clavicule, en s'unissant à la veine subclavière, afin de former le confluent veineux jugulo-subclavier ou le confluent de pyrogolfe dans l'ancienne nomenclature. De ces deux veines jugulaires et de ces deux veines subclavières vont naître ce qu'on appelle les troncs veineux brachiocéphaliques. Brachiocéphalique pour la simple raison, il y a une veine qui vient du bras et il y a une veine qui vient du cou céphalique qui vont s'unir pour former le tronc veineux brachiocéphalique droit et le tronc veineux brachiocéphalique gauche.
Ce sont ces deux troncs veineux brachiocéphaliques droit et gauche qui vont s'unir afin de former la veine cave supérieure ou crâniale qui se jette dans le pôle crânial de l'atrium droit. Quelques dimensions quand même. La veine jugulaire interne mesure au niveau de sa naissance 9 mm et au niveau de sa terminaison, elle mesure 11-12 mm. C'est important de comprendre que la veine jugulaire interne présente deux bulbes. Le bulbe supérieur au crânial, ici, au niveau de sa naissance, et un bulbe inférieur au caudal, ici, juste avant sa terminaison, avant son anastomose avec la veine subclavière. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se donne rendez-vous pour une prochaine communication sur ma thèse. Au revoir et à bientôt.